Trump a un plan pour la guerre en Ukraine, et c'est un plan qui pourrait comporter des avantages surprenants, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les États-Unis. Nous explorons ce que nous savons des plans de Trump et leurs implications pour l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Une question clé, pourquoi Donald Trump est-il si déterminé à mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine? À première vue, la réponse peut paraître évidente. Terminer la guerre en Ukraine contribuerait à la paix en Europe et permettrait aux États-Unis de freiner les ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine. Des centaines de milliers de vies seraient sauvées, sans parler de milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine. C'est peut-être la vision humanitaire et financière combinée du plan de paix, mais les véritables raisons pour lesquelles Trump est si déterminé à obtenir la paix sont un peu plus profondes. D'abord, nous devons comprendre que Trump est arrivé au pouvoir, en partie parce qu'il fait appel à une large base isolationniste américaine. Selon un article de Foreign Affairs de septembre, 2024, les internationalistes, en France et à l'étranger, craignent un retour de Trump à la présidence. Ils redoutent que Trump ne démantèle l'ordre libéral que les États-Unis et leurs alliés ont bâti et protégé depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré son ton mélodramatique, la déclaration suggère que Trump pourrait choisir de réduire l'engagement américain dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Après tout, Trump a déjà évoqué la possibilité de quitter l'Organisation de défense collective auparavant. Toutefois, ces déclarations visaient au davantage à répondre à l'échec des partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord des États-Unis de payer leur part, plutôt qu'à une réelle volonté de quitter l'Alliance. Comme l'a dit Trump en mars, 2024, les États-Unis resteraient 100% dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord tant que les autres nations jouent le jeu, c'est-à-dire dépensent plus de leur produit intérieur brut pour la défense, comme le font les États-Unis. De nombreux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont réagi en augmentant leurs dépenses. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'attend à ce que 23 de ses 32 membres atteignent son objectif recommandé de dépenser au moins 2% du produit intérieur brut en défense. C'est une énorme amélioration par rapport à 2023, lorsque seulement 11 des nations membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont atteint l'objectif. Il est donc clair que les paroles de Trump ont eu un impact, aidant le reste de l'Europe à voir la menace réelle que la Russie fait peser sur l'Europe, et il y a peu de risques que Trump retire les États-Unis de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cependant, on ne peut nier que Trump fait appel aux conservateurs isolationnistes, ce qui nous ramène à son plan de paix. En juillet 2024, le Pew Research Center a démontré qu'il y avait presque une division égale entre les républicains et les démocrates concernant la quantité d'aide que les États-Unis. Un sondage récent révèle qu'une faible majorité de 49% pense que les États-Unis n'ont pas l'obligation d'aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Les républicains ont été plus enclins à appuyer cette opinion que les démocrates, avec 62% des premiers contre 38% des seconds, jugeant que les États-Unis ne devraient pas aider l'Ukraine. Un sentiment clair est exprimé ici. Beaucoup de partisans de Trump pensent que les États-Unis n'ont pas la responsabilité d'aider l'Ukraine. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Trump est si déterminé à appliquer son plan de paix est qu'il offre une issue au conflit ukrainien pour les États-Unis. Mettre fin à la guerre réduirait les chances d'une implication directe des États-Unis et pourrait minimiser l'aide militaire qu'ils fournissent à l'Ukraine. Cette mesure réjouira la base électorale du président et satisfera les attentes d'une courte majorité des Américains. Cependant, isoler les États-Unis n'est pas la seule, ni probablement la principale raison pour laquelle Trump souhaite élaborer un plan de paix. En avril 2024, Keith Kellogg, ex-lieutenant général, et Fred Fleitz, tous deux anciens membres du Conseil de sécurité nationale sous Trump, ont écrit un document de recherche pour l'Institut de politique America First Policy Institute. Le document publié par l'America First Policy Institute, bien que n'étant pas une organisation bipartite, a donné un aperçu de la vision de Trump et de son administration entrante sur la guerre. Et grâce à cette perspicacité, on comprend mieux pourquoi Trump veut faire avancer son plan de paix. Kellogg et Fleitz estiment que la décision de Joe Biden au début de l'opération militaire spéciale de Poutine a condamné l'Ukraine dès le départ. Ils se focalisent sur la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022 qui n'a pas réussi à récupérer le territoire perdu par l'Ukraine lors des premiers mois de l'invasion. La contre-offensive ukrainienne a manqué de dynamisme à l'automne 2022 à cause de l'échec des États-Unis et de leurs alliés, à fournir au pays les armes nécessaires pour poursuivre le combat et récupérer son territoire, selon le document. Il souligne aussi que les États-Unis n'ont pas de traité de défense avec l'Ukraine et ont toujours limité l'utilisation des armes qu'ils fournissent à l'Ukraine. Le document affirme que Biden a eu raison de ne pas envoyer de troupes américaines en Ukraine, mais le critique pour ne pas avoir suffisamment aidé lors des premières phases du conflit. Ainsi, Poutine a pu déployer ses troupes en Ukraine, provoquant le conflit sanglant que nous observons actuellement. Les États-Unis, selon le document, ont agi trop peu et trop tard, créant une situation sans issue pour l'Ukraine.
Il suggère même que le président Biden était prêt à renoncer à la perspective de sauver l'Ukraine, offrant plutôt au président ukrainien Volodymyr Zelensky un passage sûr hors de Kiev. Zelensky a refusé cette offre. L'Ukraine a continué à se battre. Le point ici est que l'America First Policy Institute croit que les États-Unis ont raté leur chance de stopper la guerre dans l'œuf pendant ses premières étapes. Il est trop tard. La Russie a accueilli plus de 10 000 soldats nord-coréens qui font maintenant partie d'une contre-offensive de 50 000 hommes à Koursk. La Russie a aussi changé sa doctrine nucléaire pour pouvoir frapper tout pays qui l'attaque sur son territoire avec l'appui d'une nation dotée d'armes nucléaires, comme les États-Unis. Ces types d'escalade servent de raison principale pour laquelle Trump veut introduire un plan de paix. Pour le nouveau président, la guerre en Ukraine peut sembler perdue pour l'allié américain, car Poutine a pu intensifier le conflit au point où l'Ukraine ne peut plus le repousser. Cela peut prendre plusieurs années de plus, mais une victoire russe peut sembler inévitable dans le camp Trump. Trump pense qu'il est préférable d'organiser la paix maintenant, avant que l'Ukraine ne soit davantage affaiblie. L'alliance croissante de la Russie avec la Corée du Nord, l'un des plus grands parias du monde, est une autre préoccupation pour Trump et son camp. Comme le souligne l'America First Policy Institute, une guerre prolongée en Ukraine risque également de renforcer l'alliance entre la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, qui a été renforcée par le conflit. Le rapport n'est-ce pas faux? La guerre en Ukraine a renforcé les liens entre la Russie et ces trois pays, en particulier la Corée du Nord. En juin 2024, il a signé un pacte de défense coopératif avec la Russie, qui garantit que chaque pays viendra en aide à l'autre si l'un est jamais attaqué. La Russie a déjà bien utilisé ce pacte en transportant les 10 000 soldats nord-coréens précédemment mentionnés en Russie. En plus du pacte officiel, la Corée du Nord a fourni au moins 8 millions d'obus d'artillerie à la Russie, permettant à Poutine de poursuivre ses bombardements constants des fortifications ukrainiennes dans les villes. L'Iran et la Chine ont vu leurs liens avec Poutine se renforcer, même sans pacte de défense coopératif avec la Russie. Les trois pays ont participé à des exercices navals conjoints en mars 2024, un mois avant la publication du document de l'America First Policy Institute, et l'Iran et la Chine fournissent tous deux la Russie de différentes manières. Selon l'Association pour le contrôle des armes, l'Iran a conclu un accord avec la Russie pour envoyer des centaines de missiles Dio à Poutine en octobre 2023. Ces missiles s'ajouteraient aux 3000 drones Shahid que la Russie a reçus de l'Iran. Selon un officiel occidental s'adressant à Sky News, des preuves claires suggèrent que la Chine fournit des armes à la Russie depuis septembre 2024. Même sans armes, la Chine a servi de grand débouché pour le pétrole russe que Poutine ne peut plus vendre en Europe. Elle a aussi fourni à la Russie des composants à double usage pour entretenir ou construire des armes sans offrir directement des armements létaux. Certains suggèrent maintenant que la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord s'unissent pour former un nouvel axe du mal, similaire à celui de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale. Surnommé CIRINC, ce nouvel axe est anti-occidental et permettrait aux quatre nations de se renforcer mutuellement contre les États-Unis. Le rapport America First soutient qu'une politique hostile envers la Russie l'a non seulement rendu inutilement ennemi des États-Unis, mais l'a aussi poussé vers la Chine, menant à la formation de cet axe. Le plan de paix de Trump peut ne pas être capable d'éliminer le nouvel axe du mal, mais il espère que la médiation de la paix entre l'Ukraine et la Russie peut également adoucir les relations entre les États-Unis et le régime de Poutine, minimisant ainsi l'impact que Krink a sur le monde à l'avenir. S'attaquer à l'alliance Krink est une priorité pour Trump car les États-Unis pourraient manquer de munitions, la quatrième raison pour laquelle Trump pousse pour un plan de paix en Ukraine. Le rapport de l'America First Policy Institute souligne que les États-Unis, environ 113 milliards de dollars ont été envoyés en Ukraine durant les 2 premières années de guerre, avec 61 milliards supplémentaires engagés en avril 2024. L'essentiel de cette aide était de nature militaire. Cela a créé un problème de stockage, selon le rapport. Il donne l'exemple des missiles Stinger. Les États-Unis ont envoyé 2000 de ces missiles en Ukraine, avec les taux de production actuels signifiant qu'il faudra 13 ans à l'Amérique pour récupérer ce stock perdu. Les États-Unis ont également envoyé plus de 2,155 milliards de munitions d'artillerie en Ukraine, malgré un calendrier de production qui était de 14 000 obus fabriqués par mois. Des mesures sont déjà prises sur ce front. Un rapport de politique étrangère de mars 2024 note que les États-Unis, la base industrielle de défense, a plus que doublé sa production d'obus d'artillerie. En 2024, elle construira 30 000 obus d'artillerie par mois, puis 50 000 en septembre, et espère augmenter cela à 100 000 par mois d'ici la fin de 2025. Il est évident qu'un problème de stockage existe aux États-Unis.
Les auteurs du rapport de l'America First Policy Institute ne sont pas les seuls à souligner ce problème de munitions. Selon la politique étrangère, le département de la Défense a demandé 1,2 milliard de dollars de moins pour la production de munitions de précision conventionnelles en 2025. Il reproche au Pentagone de reporter le problème en promettant d'acheter davantage de munitions l'an prochain. Cela pourrait ne pas être assez tôt pour Trump, vu l'épuisement des ressources militaires américaines dues à la guerre en Ukraine, surtout avec sa volonté d'accroître les tensions sino-américaines par de nouveaux tarifs douaniers. Trump devrait augmenter les tarifs déjà lourds imposés par les États-Unis sur de nombreux produits chinois. Selon Reuters, ces tarifs pourraient atteindre 40% en 2025. Le problème est que de telles décisions compliquent les relations entre les États-Unis et la Chine tendue, et avec la Chine qui envisage potentiellement d'envahir Taïwan à un moment donné dans les prochaines années, le problème de stock d'Amérique est mis en lumière encore plus durement. Comme le dit le Centre pour les études stratégiques et internationales, la base industrielle de l'Amérique n'est pas préparée à un conflit avec la Chine, surtout si la guerre en Ukraine se poursuit. Son potentiel est insuffisant pour la production de nouvelles armes, et un conflit avec les États-Unis et la Chine éliminerait des portions significatives des militaires américains et chinois. Trump doit considérer la Chine dans ses décisions concernant la guerre. Avec les stocks de munitions américains en baisse, il poussera pour la paix car cela arrange les États-Unis, peuvent enfin arrêter d'envoyer autant d'armes en Ukraine. Cela lui permettrait de reconstituer ses stocks pour se préparer à la guerre ailleurs. Nous avons donc nos raisons pour le plan de paix en Ukraine. Faire appel à l'isolationnisme croissant dans l'électorat, ralentir la montée du CRINC, reconstituer les stocks de munitions et mettre fin au soutien à une guerre que certains pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner est tout ce qui préoccupe Trump. Mais qu'en est-il du plan en lui-même? C'est là que les détails deviennent flous. Donald Trump a gardé le silence sur son plan pour négocier la paix en Ukraine, laissant les commentateurs spéculer sur ce que pourraient être ses idées. Cependant, la théorie prédominante est que Trump chercherait un règlement pacifique où la Russie et potentiellement l'Ukraine garderaient leur gain de guerre, puis seraient séparés par une zone démilitarisée. C'est similaire à la zone qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, également patrouillée par des soldats de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour éviter toute tentative de percée des deux côtés. Le vice-président de Trump, juriste Dr. Vance, a donné du crédit à ces rumeurs lors d'une interview en septembre 2024 sur The Sean Ryan Show. Le New York Times cite Vance en disant que Trump s'assiérait avec les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et du reste de l'Europe, disant « Vous devez déterminer à quoi ressemble un règlement pacifique ». Le vice-président de Trump a proposé un plan où la Russie garderait les territoires ukrainiens, qu'elle a revendiqués jusqu'à maintenant, puis une zone démilitarisée serait établie le long des lignes de front actuelles. On peut supposer que l'Ukraine gardera le territoire capturé à Koursk s'il est toujours en sa possession lors des pourparlers de paix. Selon Vance, l'Ukraine serait alors lourdement fortifiée pour la protéger d'une éventuelle invasion russe. L'Ukraine devra aussi faire des concessions dans ce plan. Vance a dit à Ryan qu'elle ne rejoint ni l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ni certaines de ses institutions alliées. Je pense que c'est finalement à quoi cela ressemble. The Economic Times a fait suite à ce plan potentiel avec un rapport en novembre 2024. Il affirme que la zone tampon s'étendrait sur environ 800 miles, couvrant toute la ligne de front actuelle, et serait patrouillée par des troupes européennes et britanniques. Ces soldats agiraient de manière neutre, sans favoriser la Russie ou l'Ukraine. Fait intéressant, il n'est fait aucune mention de l'envoi de soldats américains dans la zone tampon. Les États-Unis pourraient fournir une formation et d'autres soutiens, mais ils ne contribueront pas au nombre de troupes. Comme l'a dit un membre du camp Trump, « Nous n'envoyons pas d'Américains maintenir la paix en Ukraine et nous ne payons pas pour ça. Laissez les Polonais, Allemands, Britanniques et Français s'en charger. » Cependant, selon le Economic Times, les États-Unis s'engageraient à renforcer les capacités défensives de l'Ukraine selon le plan de Trump, bien que cela repousse ses ambitions d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de 20 ans. C'est probablement parce que Trump se méfie d'une seconde invasion russe, déclenchant l'article 5 de la Charte de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord si l'Ukraine devient membre de l'organisation. De plus, Trump se méfie d'une escalade des conflits entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre la Russie et les États-Unis. Permettre à l'Ukraine de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait être perçu comme une escalade, étant donné que l'implication serait que les 32 nations membres de l'organisation viendraient plus directement au secours de l'Ukraine en cas de seconde invasion. En résumé, Trump souhaite négocier une paix, réduisant le risque que l'Occident, surtout les États-Unis, soit entraîné dans une troisième guerre mondiale. La bonne nouvelle pour l'Ukraine est que Trump ne dit pas qu'elle ne pourrait jamais rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Oui, il faudrait attendre au moins 20 ans, mais l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'avenir est sur la table. L'attente de 20 ans pour l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vise peut-être à éviter une reprise immédiate des hostilités. Aussi macabre que cela puisse paraître,
Trump pourrait également envisager la probabilité que Poutine, âgé de 72 ans, soit décédé à la fin de ses 20 ans, avec peut-être un successeur plus amical envers l'Ukraine. Ce plan de paix semble solide en surface, mais il y a des problèmes des deux côtés à considérer. Pour l'Ukraine, la proposition de Trump, selon Vance, signifierait qu'elle devrait abandonner 20% de son territoire actuellement occupé par la Russie. Cela impliquerait la perte de vastes zones du Donbass, de Mariupol, de Kherson, de Louhansk et d'autres régions. L'Ukraine n'a pas non plus pu récupérer la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Koursk pourrait aussi poser problème. L'Ukraine a capturé environ 450 miles carrés de Koursk lors des premières semaines de sa contre-invasion sur le territoire russe en août 2024. Elle se bat actuellement bec et ongles pour conserver autant de ce territoire que possible, car Poutine a envoyé une contre-offensive de 50 000 hommes pour reprendre la terre. En supposant que l'Ukraine puisse tenir jusqu'à ce que Trump commence les négociations de paix, Poutine serait-il ouvert à l'idée de renoncer à Koursk en échange des 20% de l'Ukraine qu'il a capturé? Il est peu probable que l'Ukraine abandonne un territoire qu'elle a tant lutté pour défendre. Cependant, dans ce cas, Trump pourrait avoir un certain levier. Il pourrait menacer de réduire considérablement l'aide américaine à l'Ukraine si elle refuse de négocier sa version de la paix. Sans le soutien des États-Unis, l'Ukraine aurait beaucoup de mal à poursuivre la guerre, laissant Zelensky face à un choix difficile. Continuer à se battre jusqu'à une défaite presque inévitable, comme le prévoit l'America First Policy Institute, ou céder une partie du territoire de l'Ukraine à Poutine en échange du maintien des 80% qu'il détient encore. La réaction de Poutine à cette version du plan de paix de Trump reste incertaine. Il a affirmé être ouvert à un cessez-le-feu. En novembre 2024, Newsweek a rapporté qu'il est prêt à accepter des conditions, bien qu'il restera ferme sur plusieurs conditions critiques. Une des conditions est que l'Ukraine renonce à adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le plan de Trump couvrirait cela pour au moins 20 ans, ce qui pourrait satisfaire Poutine s'il se soucie plus de son héritage personnel que du futur de l'Ukraine et de la Russie après lui. La deuxième condition est que Poutine exclurait de faire des concessions significatives à l'Ukraine. La proposition de Trump d'une ligne de front démilitarisée incluant Koursk pourrait poser problème. Comme nous l'avons mentionné, il est peu probable que Poutine souhaite céder une partie de la Fédération de Russie à l'Ukraine. Donc Poutine peut négocier pour récupérer le territoire que l'Ukraine a revendiqué à Koursk, tout en conservant ce qu'il a revendiqué en Ukraine. C'est là un autre point d'achoppement. Combien de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia Poutine veut-il? La Russie a affirmé qu'elle souhaite intégrer entièrement les 4 régions dans la Fédération de Russie. Le problème est que malgré tous les efforts de Poutine la Russie ne contrôle qu'entre 70 et 80% du territoire de ces régions combinées, l'Ukraine détient toujours moins de 10 000 miles carrés dans les 4 régions que Poutine pourrait vouloir intégrer à son programme maximaliste. Renoncer au territoire qu'il reste à capturer mais qu'il veut faire partie de la Russie pourrait être une concession trop importante pour un président russe qui est à peine disposé à en faire. Cependant, il y a une chance que Poutine cède. Newsweek note que ces informations proviennent d'un quintet de responsables russes actuels et anciens, dont 3 disent que Poutine pourrait négocier. Les divisions spécifiques de ces 4 régions pourraient être examinées de près, Poutine étant peut-être flexible. L'Ukraine offrant Koursk en échange du maintien des 10 000 miles carrés que la Russie n'a pas encore pris pourrait suffire. Poutine pourrait revendiquer une victoire russe significative, en défendant son pays et en prenant une grande partie de l'Ukraine grâce à son opération militaire spéciale. Le succès du plan de paix de Trump pourrait donc dépendre de la volonté de Poutine d'annexer entièrement ces 4 régions et de la disposition de l'Ukraine à les céder le cas échéant. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez penser que le plan de Trump est étonnamment favorable à Poutine. Cela ressemble au plan de paix que Poutine affirme avoir proposé peu après le début de son invasion. Selon Chatham House, ce plan aurait permis à la Russie de consolider ses gains territoriaux en Ukraine en 2022, similaires à la proposition actuelle de Trump. Mais ce plan comportait d'autres réserves, notamment l'Ukraine limitant la taille et la force de son armée et assumant une position de neutralité permanente en échange des garanties de sécurité de Moscou. Autrement dit, l'Ukraine devrait s'affaiblir définitivement pour garantir que la Russie ne l'envahisse plus. Le plan de Trump aborde les enjeux territoriaux et une possible concession de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, assurant la neutralité. Cependant, l'ajout d'une zone démilitarisée et l'engagement américain à renforcer l'Ukraine va à l'encontre de ce que Poutine voulait probablement vraiment dans son plan de paix proposé en 2022, une chance de se regrouper et d'organiser une seconde invasion plus tard. Il faut aussi noter que Trump est loin d'être proche de la Russie. Par exemple, lors de son premier mandat présidentiel après l'annexion de la Crimée par la Russie, il a approuvé la fourniture d'armes létales à l'Ukraine, notamment des lance-roquettes, des fusils et des missiles Javelin. Ces armes ont été particulièrement utiles à l'Ukraine au début de l'opération militaire spéciale de Poutine.
il a fourni un paquet d'assistance de 250 millions comprenant du matériel de vision nocturne, médical et des radars, malgré le gel et dégel du paquet au milieu de querelles politiques. Trump était également le principal opposant au développement du pipeline Nord Stream 2, allant jusqu'à approuver des sanctions contre toute entreprise qui aidait le géant russe du gaz Gazprom sur le pipeline. Il a soutenu que le pipeline de 764 miles transformerait l'Allemagne en otage de la Russie à l'époque. Malgré l'approbation ultérieure du pipeline par les États-Unis, l'opposition de Trump montre qu'il ne se soumettra pas facilement à Poutine. Son approbation d'une frappe aérienne contre des mercenaires russes en Syrie en 2018 le prouve davantage. La frappe de Trump a tué entre 200 et 300 combattants mercenaires russes. Compte tenu de la prévalence de ces groupes de mercenaires dans la guerre en Ukraine, une frappe contre eux pourrait être considérée comme une frappe contre la Russie elle-même, et Trump a approuvé une telle frappe. Ainsi, le plan de paix de Trump semble faire des concessions à la Russie en Ukraine. Mais la réalité, du moins du point de vue du camp Trump, est que le plan est la seule issue pour éviter de fournir un soutien sans fin à une guerre qu'il croit que l'Ukraine ne peut plus gagner. Selon Trump, le plan épargnera à l'Ukraine plus de dégâts et la perte graduelle de son territoire. Cela éliminera aussi le risque que les puissances occidentales deviennent elles-mêmes des combattants directs. Trump affirmerait ne faire aucune concession avec son plan. Il dirait qu'il met fin à une impasse prolongée qui coûte des milliers de vies des deux côtés du conflit. Que pensez-vous du plan de paix de Trump pour l'Ukraine? Sera-t-il comme juriste Dr. Vance l'a suggéré dans son entretien avec Sean Ryan? Zelensky et Poutine seraient-ils prêts à accepter une paix qui verrait l'Ukraine perdre du territoire et la Russie ne pas revendiquer autant qu'elle l'aurait souhaité? Partagez vos réflexions en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo.